Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Gérer sa location courte durée à distance, sans conciergerie, avec Claire Michel. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une invitée que j'ai vraiment hâte de découvrir. C'est la deuxième fois qu'on se pose une date parce que c'est l'une des premières fois qu'on enregistre en présentiel à nouveau sur le podcast. Comme je vous l'avais dit, c'est quelque chose qui me tient à cœur, de rencontrer les gens vrais, de créer du lien. Donc Claire, je suis ravie que tu sois assise en physique à côté de moi. Salut Claire. Salut Dorine, salut à tous les investisseurs. Merci beaucoup de me recevoir en présentiel sur ton podcast. Je suis trop contente. Dans notre humble appartement, je suis ravie. Alors, du coup, l'idée. Pourquoi je t'ai invitée ? Déjà parce qu'on s'est rencontrés en physique à Paris pour un événement de Jérémy du podcast Ça fait un bail. Donc, on a fait connaissance. Et j'ai compris que tu faisais de la location courte durée et que tu étais, je ne sais pas si tu dirais en partie libre grâce à la location courte durée ou complètement libre. C'est partiel ou c'est total, en fait, cette liberté par rapport à la location courte durée ? Alors, c'est quasiment total, j'ai envie de te dire. Je dirais même c'est l'immobilier en général. Parce que j'ai aussi des locations nues, peut-être qu'on en parlera. Mais c'est vraiment la location courte durée qui me permet de faire la différence et de voyager 3 mois par an ou plus, d'être digital nomade, d'avoir lancé mes activités, etc. La liberté, ma liberté, je la dois à l'immobilier et j'étais salariée avant. Ok, donc très bien, voilà. Et en plus de ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est que elle gère tout à distance, elle voyage beaucoup. Donc je trouvais que c'était intéressant parce qu'on a tous souvent ce blocage de dire ah non, je vais pas faire la location courte durée, c'est trop loin de chez moi, ça va me bloquer, etc. Donc en fait, c'est tout ça qu'on va creuser dans cet épisode. Mais vous connaissez la tradition sur ce podcast, ceux qui nous écoutent. La tradition, elle est très simple, c'est que on part de l'enfance et on va faire un petit parcours. On va essayer d'en parler pendant 20 minutes sur d'où tu viens, les origines, la source de Claire, et de comprendre comment tu as évolué dans tout ça et comment tu en es venue à l'immobilier. Et dans une seconde partie de l'épisode, on va plus détailler sur tes méthodes de délégation pour être le plus zen possible et pouvoir voyager tout en faisant de la location courte durée. Avec grand plaisir, en tout cas. Je ne pensais pas que ça intéressait autant les gens, mais allons-y. Et surtout, vous allez voir qu'on peut partir de zéro et faire ce qu'on veut et créer tout ce qu'on a envie. J'espère en être l'exemple. Tu verras. Mais dans le podcast, tu verras, moi, c'est ça que j'aime bien dans notre podcast. Et les auditeurs aiment bien ça. Donc, ceux qui aiment bien, ils aiment bien. Ceux qui n'aiment pas, écoutez, vous accélérez cette partie, quoi, comme vous voulez. Donc, en gros, Claire, tu viens d'où ? T'es née où ? T'es née dans quelle famille ? Et ce qui est intéressant aussi, c'est quelle était la culture de l'argent qui t'a été inculquée dans ton enfance au point de départ ? Excellente question. Donc, je suis née à Strasbourg. Salut à tous les investisseurs de l'Est, dont tu fais partie d'ailleurs. C'est pour ça qu'on s'entend bien. Non, en tout cas, alsacienne vraiment de Strasbourg. Si on monte un peu dans ma famille, il y a un petit peu du Haut-Rhin. Tu sais, c'est un petit peu la guéguerre Bas-Rhin-Haut-Rhin, donc c'est toujours drôle. Alors, après, qui j'étais ? Donc, mon père avait une entreprise, une agence immobilière ouverte par ma grand-mère. Donc ça, je tiens à le souligner parce que dans l'époque, là, c'était quelque chose de rare qu'une femme lance son entreprise. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui a été transmis de ce côté-là, on ne sait pas. Et ma mère était fonctionnaire pour pouvoir beaucoup s'occuper de nous, parce que j'ai une petite sœur aussi. Ok. Donc ensuite, la question, c'est quelle est la culture financière qu'il y avait dans ma famille ? Alors je dirais, on est de la classe moyenne classique, pas de problème d'argent, mais pas non plus de grandes dépenses. La première fois que ma mère a pris l'avion, elle avait 30 ans, pour te dire, tu vois. Donc c'était quand même un luxe pour nous. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? Je peux te dire que j'ai toujours vu le crédit, le fait d'emprunter comme quelque chose de négatif. C'est ce que mes parents me disaient aussi, on s'achète quelque chose que quand on a des sous. Voilà, on économise, donc ils m'ont beaucoup appris ça. Et moi, j'ai toujours mis beaucoup de sous de côté. C'est-à-dire que dès que je recevais un cadeau à mon anniversaire, ou à Noël, ou un chèque, ou à ma communion, peu importe, tout ça, ça partait sur un compte. Et ce qui m'a bien servi pour aller ensuite courtiser le banquier. Tu vois ce que je veux dire ? Donc en fait, je savais pas du tout quand est-ce que je me servirais de cet argent. J'ai un lifestyle très simple depuis que je suis toute seule, entre guillemets, à gérer mes dépenses. Et je m'étais toujours dit, je suis sûre que cet argent va servir à un beau projet. Et du coup, j'ai pu m'en servir pour les invests. Et donc, tu dirais que toi, tes parents, ils étaient plutôt profil fourmi, c'est-à-dire à mettre de l'argent de côté,
C'était pas trop des dépensiers qui Non. dépensaient plus que. Non, mais c'est Exactement. intéressant parce que on se rend compte que bah, sur le podcast, c'est vraiment moitié-moitié. Mais il y a quand même plus de parents fourmis, quand même, je pense. Il faudrait qu'on fasse des statistiques sur Ouais, les carrément. enfants des investisseurs. Carrément. Mais ok. En tout cas, je peux partager un souvenir. On n'a jamais manqué de rien, attention, hein, c'est pas ce que je dis. Mais je me rappelle qu'une fois, j'étais en 6e ou en 5e et j'avais dit à ma mère, mais maman, est-ce qu'on pourrait acheter des nouveaux habits ou quelque chose comme ça pour être un peu plus à la mode ou voilà, on avait des habits, hein, attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais je voulais quelque chose vraiment à la mode et pour elle, c'était là, ah d'accord, ok, bah on va voir et voilà, on avait pu. Mais pour te dire que c'était vraiment quelque chose de pas naturel. Ouais. Et donc, une maman qui avait du temps aussi pour s'occuper de vous et un père quand même qui était chef d'entreprise parce qu'il gérait son agence immobilière. C'est intéressant de savoir quelle était toi ta vision en tant qu'enfant d'un agent immobilier. Alors moi, je pensais que c'était quelqu'un qui dessinait. Parce que je le voyais sortir des plans à l'imprimante, tu sais, je pense pour les personnes qui achetaient ou qui visitaient. Après, dans cette agence-là, il faisait majoritairement de la gestion locative. Donc très peu de transactions. Donc c'est peut-être ce qui leur a permis aussi de survivre depuis que ma grand-mère avait ouvert l'agence et de traverser toutes les crises immobilières. Parce que quand tu fais que de la transaction, bah voilà, t'as des moments de crise, peut-être comme en ce moment d'ailleurs, où c'est compliqué de tenir. Donc voilà, c'était beaucoup de gestion locative. Donc mon père, en fait, ce qu'il faisait, c'est que comme il a lui aussi investi, il a fait ses travaux lui-même, avec des amis, etc. Donc le week-end, on le voyait pas trop parce qu'il était sur les chantiers, mais c'est pour construire l'avenir pour la famille. Donc j'avais compris, mais ça me faisait un peu de peine. Et puis la semaine, beaucoup de rendez-vous, donc j'avais compris que c'était un métier très prenant. Parce qu'il le fait avec cœur, il le faisait très bien. Il est à la retraite maintenant, mais... Ce qui est intéressant, c'est que les agents immobiliers, c'est pas forcément les meilleurs investisseurs. Du coup, est-ce que ton père, il faisait des investissements ou il s'occupait que des investissements des autres? Alors, il a fait les deux, mais c'était surtout les investissements des autres. Il a fait quelques invests, mais c'était vraiment à côté. En plus, tu vois, on fait pas du tout le même style d'invest. Enfin, pour te dire, il a désapprouvé au départ mon projet de faire de l'immobilier. Il m'a toujours dissuadé d'en faire, parce que c'est beaucoup de soucis, etc. Enfin, on pourra en reparler. Mais on n'a pas du tout la même vision de l'invest. Par exemple, pour te donner les petits exemples ou à tes auditeurs, vous allez peut-être rigoler. Quand j'allais dans mon immeuble, donc j'ai acheté un immeuble par la suite, et que je voulais que mon père soit là pour m'aider à parler aux artisans, pour faire les devis et tout ça, ou juste qu'il y ait une présence masculine aussi, voilà, avoir son retour. Moi, par exemple, je voulais des toilettes suspendues, parce que moi, je pensais déjà location courte durée, que ça serait beaucoup plus simple à nettoyer pour le personnel de ménage, que c'est beaucoup plus joli, même si c'est un peu plus cher. Et mon père, il me dit, mais non, on va pas mettre des WC suspendus, ils vont les casser et tout ça. Et puis le plombier me dit pareil. Je dis, mais attendez, là, vous avez déjà vu, vous, des toilettes suspendues cassées? Ah, une fois. Ok, les gars, c'est moi la chef, c'est moi la cliente. On prend les toilettes suspendues et c'est tout. Non, mais c'est génial parce que tenir tête à son père et à un artisan, c'est ça qui est incroyable. Parce que tu vois, tu sais, ça veut dire que tu as une force de caractère quand même qui fait que. Je crois. Après, c'est vrai, la vie. Mais écoute, merci papa pour tes conseils, mais en fait, je fais qu'à ma tête, donc je fais ce que j'ai dit. Et en fait, tu as trop raison, enfin, c'est évident, en fait. De nos jours, c'est évident. En tout cas, si tu veux te positionner sur quelque chose d'un petit peu haut de gamme, tu peux plus avoir des toilettes pas suspendues, en fait. Enfin, moi, c'est mon avis personnel, donc voilà, ok. J'ai l'impression qu'on est d'accord. On est d'accord, Ouais. Ouais, c'est sûr. Et puis en vrai, ça coûte pas si cher que ça par rapport aux toilettes normales. Enfin, c'est une petite centaine d'euros en plus. Enfin, non, je sais Oui, pas. c'est ça. Après, t'as le bâti support quand même Ouais, à fabriquer, mais quelques centaines d'euros en plus, mais la différence, elle est pas non plus dingo. Enfin, ok. Ok. Donc, t'as fait des études. Au départ, tu te disais que quand tu serais grande, t'investirais? Non, t'étais loin de là. T'étais en mode, je fais mes études. Exactement. En fait, il faut savoir qu'aucun de mes parents n'a le bac. Donc, entre guillemets, je suis le petit génie de la famille. Je suis pas du tout un génie, hein, je vous rassure. Mais c'est vrai que j'ai eu mon bac, donc j'étais la première vraiment à l'avoir. Ensuite, je suis partie en fac de droit. Alors pourquoi? Parce que justement, mon père, donc qui voyait tous ces problèmes de gestion locative, il me disait mais c'est trop de responsabilité d'être agent immobilier. Mais parce qu'en fait, lui, il a fait son métier, mais dans la pure, comment on va dire ça, la pure perfection, la pure tradition du métier. C'est-à-dire que, par exemple, il allait parfois sans raison dans un immeuble qu'il gérait pour des clients, juste pour voir si la structure était toujours bonne. Est-ce que les gouttières sont pas bouchées? Est-ce que dans la cour, il n'y a pas un problème? Est-ce que les poubelles sont bien sorties? Il faisait des contrôles aléatoires. C'est génial! Voilà, il a fait vraiment le métier dans la pure tradition, je trouve. J'ai jamais entendu un agent immobilier faire ça. Et il le facturait pas. Alors bon, ça c'est peut-être problématique. En tout cas, c'était sa vision à lui. Et il a géré jusqu'à 480 lots en même temps. Je l'ai interviewé d'ailleurs sur ça. Donc pour te dire que voilà, lui, il voyait vraiment tous les côtés responsabilité, gérer les dégâts des eaux pour les gens, la sécurité des personnes. Donc il m'a dit, fais ce que tu veux, mais ne fais pas l'immobilier. Donc je suis partie en droit. Et c'est dingue, parce que peut-être qu'il a subi aussi parce que comme ça venait de sa maman, il a peut-être subi aussi sa carrière finalement plus que choisi, quoi. C'est peut-être pas pareil, quoi. C'est possible. Ok, donc du coup, il a dit fais pas d'immo. Ok.
Exactement. Et alors pour la petite histoire, ma petite sœur, elle pareil, on avait vraiment envie de reprendre l'agence immobilière de ma famille. Et donc mon père ne souhaitait pas pour X raisons, notamment parce que c'est beaucoup de responsabilités et que un parent il vous aime, donc il va vouloir pour vous que ce soit cool votre vie. Et donc ma sœur, elle est partie dans l'hôtellerie de luxe. Et en fait c'est très drôle parce qu'aujourd'hui on revient toutes les deux à l'immobilier, mais d'une autre façon que mon père. Donc ça le fait toujours sourire quand on parle de ça avec lui. Ok. Donc au final, tu te lances dans des études de droit, que j'imagine tu réussis. Oui. Tu deviens quoi alors? Alors, donc, je passe mon diplôme pour devenir huissier de justice. Ça s'appelle commissaire de justice aujourd'hui, mais je dis quand même le mot ancien huissier de justice parce que ça parle plus aux gens. Donc, moi, j'étais partie pour racheter une étude ou m'installer comme commissaire de justice. Voilà. Donc, rien à voir avec l'immobilier. Et j'ai exercé comme clerc d'huissier. Donc, clerc, ça s'écrit C-L-E-R-C, d'huissier. Et j'ai fait le petit jeu de mots sur Instagram. Claire, mon prénom, c'est L-A-I-R-E, clerc d'huissier, par rapport en référence à ce métier que j'ai beaucoup aimé. Et donc, tu as fait ces études. Tu as commencé comment? En étant salarié? Oui, exactement. Voilà, parce qu'en fait, même quand tu es diplômé, tu peux tout à fait être le bras droit du commissaire de justice ou du patron, si tu veux. En fait, le clerc, il n'a pas le droit d'aller sur le terrain pour effectuer des saisies, par exemple. Tout ce qui est vraiment l'exécution pure, ça, c'est réservé au commissaire de justice. Par exemple, un clerc de commissaire de justice n'a pas le droit de faire lui-même une expulsion ou une saisie. Mais vous avez le même diplôme? Voilà. C'est juste que c'était pas les mêmes assurances ou les Oui, mêmes... exactement. C'est plus une Exactement. problématique administrative Voilà, qui fait que tu n'as pas le droit de le faire. Okay. Exactement. En fait, on lui prépare tout en amont, le dossier, si tu veux. Ouais. Et ensuite, c'est lui qui va faire l'exécution pure de la décision de justice. Ok. Et tu as fait ça combien de temps? J'ai fait ça, faudrait que je recalcule, mais je crois qu'on est à 6 ou 7 ans. Parce que donc ça, c'était... Donc tu avais... Je sais pas quel âge t'as en fait aujourd'hui, je sais pas si... Ah. Alors, moi, j'aime pas mettre les gens mal à l'aise en mode tu me donnes quel âge et tout, je déteste ça. Donc moi, j'ai 35 ans. Ok, d'accord. Donc de 2000, donc entre 21 et 27 ans, grosso modo, c'est ça? Exactement. Oui, c'est ça. À peu près. Globalement, même un peu plus tard que... Non, même un peu plus parce que Master 2, c'était en 2010. Ah oui, donc j'ai 23 de profession en 2011. Ouais, c'est ça. Et j'en suis partie... alors, j'en suis partie officiellement vers 2017, mais après, je continue d'accompagner des gens dans la profession. On en parlera peut-être après. Donc, j'y suis plus, mais j'y suis quand même. Ouais, ok. Donc, en gros, comment ça se passe? Tu aimes bien ton métier? J'adore. Je vois pas le temps passer. Ah ouais, trop bien. Et en fait, je me dis que je suis une chance en fait pour les personnes qui ont un problème, parce qu'on va pas se mentir, quand on se retrouve à avoir un dossier chez un commissaire de justice, c'est qu'il nous arrive quelque chose de pas cool dans la vie. Mais moi, je le voyais vraiment comme, ok, si quelqu'un tombe sur moi ou sur mon patron, parce que mes patrons, ils partageaient ma vision, c'est on laisse une chance à tout le monde de régler sa dette, de proposer un échelonnement. Et par contre, si c'est pas respecté, bah voilà, après, il faut absolument passer à la vitesse supérieure. Donc, je le voyais comme une chance, je le voyais vraiment comme ça. Trop bien. Donc, t'as fait ça, et à quel moment, quelle a été la bascule où tu t'es dit non mais en fait je vais faire des choses pour moi-même? En fait, le salaire maximal que j'ai gagné en étant salarié, alors que j'adorais mon boulot parce que je voyais pas le temps passer et tout, le salaire maximum c'était 1 930 € net en étant diplômée, donc 7 ans d'études, en faisant 39 heures. Donc 39 heures, et j'avais pas mal d'heures de train en fait pour y aller. C'était mon choix, mais ça devenait quand même lourd. Et en fait, à un moment, je me suis dit, bon, j'ai mon CDI, j'ai un appart sympa, avec mon ancien copain, ça se passe bien. Mais en fait, je me vois pas faire ça toute ma vie, quoi. Ça va être long. Et bref, donc je me pose des questions. À l'étude, je vois passer, tu sais, je m'occupais par exemple des expulsions, préparer les dossiers d'expulsion locatives. Donc c'est pour ça que je connais très bien la matière immobilière. Et je vois la facture du serrurier. Je me dis, punaise, le mec, en une demi-journée, il prend 500 €. Alors ok, il y a un peu de matériel, tu vois, mais quand même. Ou plus, parfois 1000, 1200, une demi-journée. Je dis, ouais, c'est incroyable, moi je mets plusieurs semaines à gagner ça, bon. Donc ça commence à bouger dans ma tête. J'en arrive à un point où je me dis, punaise, mais en fait, j'en veux à mes parents de m'avoir offert des études. Alors qu'en vrai, c'est le plus beau cadeau qui m'est fait, l'éducation, tu vois. Mais c'est juste que j'ai peut-être pas choisi le bon truc qui me comble financièrement et sur le temps libre aussi. J'étais assez frustrée de me dire, punaise, pour un rendez-vous médical, faut que je pose une demi-journée, ou ce genre de choses. 5 semaines de congé payé, je trouve que c'est pas beaucoup. C'est bien, c'est déjà bien, mais en tout cas pour moi, la vision que moi j'ai, je trouve que c'est pas beaucoup. Ça te suffisait pas? T'avais des envies de voyage, des envies de... Alors oui, mais je pensais pas que c'était possible. Ok. Parce que voilà, le petit salaire, très peu de temps libre, etc. Donc je me dis, mais c'est fou parce que j'ai quand même un diplôme, j'ai quand même fait tout ce qu'on m'a dit de faire, pourquoi je suis pas heureuse et tout. Enfin, j'en voulais un peu aux autres, j'en voulais à moi-même. Je me disais, bah je vais faire serrurier, c'est mieux et tout. Choisis quand tu travailles. Non mais c'est vrai, je te promets que j'ai vraiment envisagé, j'ai regardé et tout, les faire. Puis après je dis non mais il y a forcément autre chose. Et puis bref, donc j'étais dans cette période très très saoulée. Au bout, je savais pas quoi faire, j'étais vraiment comme ça, tu vois, dans mon canapé. Et pourtant, je suis une fille très positive. Même quand il m'arrive des trucs négatifs, je transforme en or, tu vois. Ouais. Donc, je vois une pub Facebook pour un livre qui s'appelle « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ». Et en fait, je suis la seule de ma famille à avoir fait des études aussi poussées. Et je me dis, punaise, mais
J'aurais mieux fait de pas faire d'études ou de les rater, Je quoi. sais pas de quoi parle C'est ce le livre. livre d'Olivier Roll. Exactement. Je me dis, je sais pas de quoi parle ce livre, de toute façon, je suis tellement fâchée, je vais l'acheter, et puis c'est une arnaque, tant pis, et tout. Hop, j'achète le livre, et là, je rentre dans le monde de l'indépendance financière, et notamment des business en ligne. Ah, mais franchement, j'aimerais bien le lire aussi, ce livre. Ça doit être intéressant. En plus, toi qui as des enfants, c'est très intéressant parce qu'il y a une première partie vraiment sur l'éducation, le système éducation en France ou peu importe, et sur les façons d'améliorer sa mémorisation, d'améliorer son apprentissage, etc., etc. Et la deuxième partie est vraiment sur les business en ligne. Trop bien. Non, mais comme je lis très très peu, malheureusement. Peut-être qu'il est en audio, si ça m'énerve. Non, mais genre, c'est dans mes projets. Je D'accord. pense pour de l'année 2025. C'est un gros livre, hein. J'avais plus de 2 heures de train par jour, donc je l'ai lu pendant le train. Donc pour te dire, aujourd'hui, je sais pas si je pourrais lire un livre. Ouais. Non, mais bon, ok. Non, mais ça m'intéresse. Donc, tu as lu ça, et là, déclic, tu te dis, en fait, il y a un autre monde qui existe. Il faut que je l'explore. C'est ça. Mais c'est intéressant parce que du coup, c'était des business en ligne. C'était pas de la location courte durée et de l'immobilier. Donc, comment tu as fait la balance pour C'est aller ça. du côté de... En fait, Dans le livre, il explique, ah bah voilà, un tel, il vend des formations de piano, là, il a fait un lancement, il a gagné 50 000 en une semaine. Je me dis, non, mais c'est pas possible, moi, je gagne même pas ça en un an, donc c'est quoi et tout. Bon, bref, je commence à vérifier, je vois que c'est vrai et tout. Je me dis, bah moi, je m'y connais en droit, peut-être que je peux aussi faire quelque chose comme ça. Et en fait, au fur et à mesure que je creuse sur les business en ligne et l'indépendance financière, je vois l'immobilier. Mais moi, je sais que l'immobilier, ça coûte de l'argent. Je sais que c'est pas rentable puisque mon père me l'a dit. Mon père à Strasbourg. Et c'est vrai qu'à Strasbourg, c'est des biens patrimoniaux, enfin, l'immobilier est cher. Mais je creuse quand même et puis je commence à voir qu'il y a plusieurs personnes qui disent que l'immobilier peut être rentable. Donc je me dis, autant s'il y a une personne, c'est peut-être un menteur, mais là, plusieurs personnes, plusieurs sources, plusieurs blogs. Et du coup, Wow. tu faisais comme ça, tu avais lu ce livre et après, tu t'as commencé à regarder des contenus sur Internet, tu as lu d'autres voilà, livres, sur l'indépendance financière, on tu as va eu dire. toute une phase, on va dire, où tu as incubé... C'est ça. J'ai vu qu'on pouvait faire plein de choses, des business physiques, de la bourse. Voilà. Moi, après, c'était pas mon objectif, on va dire. Mais voilà, sur ce truc de l'immobilier. Et donc, quand j'ai découvert qu'on pouvait gagner de l'argent avec l'immobilier, je n'en ai pas dormi pendant 2 nuits, Dorine. Mais vraiment. Ah ouais. Parce que c'était contraire à tout ce qu'on m'avait dit. Ouais. Ça a un nom, c'est une dissonance cognitive. Ah, d'accord, bah voilà. C'est ça, non? Ah, bah certainement, ok. Je sais pas, non, mais je sais pas, il doit y avoir des Ah, neuroscientifiques. je pense que j'ai eu un choc. Ouais, c'est carrément. que c'est une dissonance cognitive, c'est un truc qui est genre pas logique et ton cerveau là il bug quoi. On peut gagner de l'argent. Ouais. Exactement. Mais Et au donc- moins tu l'as affronté. Parce qu'en fait, je veux dire, moi ce que je me rends compte, c'est que moi ça m'arrive, hein, tu sais, quand tu dis bah, envie d'immobilier, machin. Puis tu sens que les gens, ça, tu sais, ça leur fait Bien sûr. un petit choc neuronal. Ils se disent, mais c'est pas possible, ça c'est des vendeurs de rêves, tu vois. Puis, tu sais, ils ont un bug. Bien sûr. Et en fait, la solution quand tu as une dissonance, c'est aussi de se dire bon bah c'est un menteur. Bon bah du coup ça, hop, tu te remets en cohérence cognitive dans ta tête en disant bon bah ok non c'est un mensonge, c'est pas vrai, il y a un truc derrière, voilà. Et du coup tu te remets en cohérence en se disant bah c'est faux. Et toi du coup tu as accepté cette incohérence et tu l'as traité pendant 2 jours Bah, en c'est ça, mode parce que je me dis, mon père, c'est pas un menteur. Enfin, il connaît plein d'investisseurs. Bah C'est ouais. ses clients. Il parle à des centaines de gens. Enfin, si lui me le dit, c'est sûr que ne peut pas gagner d'argent. Et en fait, voilà, après j'ai remis en cause, j'ai compris qu'il y a des secteurs et... trop Ok. bien, trop bien. Exactement. Donc voilà, et en fait, c'est là que j'ai compris aussi que le CDI, c'est très puissant pour l'immobilier. Et donc que finalement, je devais peut-être pas claquer la porte du jour au lendemain en étant fâchée, en lançant mes business en ligne. Peut-être que je devrais utiliser mon CDI, même si je gagne peu, pour aller investir dans l'immobilier. Trop bien. Alors, j'adore que tu dises ça parce que c'est ce que je dis tout le temps sur le podcast. Si tu rêves de monter ton business, investis d'abord en IMO et après lance ton business parce qu'en fait tu te crées un matelas de sécurité, enfin une sécurité. Même si tu fais pas forcément du cash flow positif de dingue, tu as fait ton emprunt, tu construis ton avenir et après tu fais ton business. Après, c'est dur, hein. Voilà, faut être prêt mentalement à se dire, ok, je fais encore peut-être 1 an, 2 ans, je vais voir le max de financement possible. Ce qui est difficile, c'est que le temps passe, bah forcément, ça nous rapproche de la mort. C'est très malaisant de dire ça, mais c'est vrai, donc on a envie d'accomplir nos rêves. Mais voilà, si on se dit qu'on est ok de faire le sacrifice pour 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être que derrière, on a une belle vie de rêve pendant 10 ans, 20 ans ou jusqu'à la mort, justement. Ouais. Et mine de rien aussi, les business en ligne, je sais pas, c'est intéressant qu'on en parle juste 5 minutes, mais moi, j'ai quand même cette impression que c'est vachement plus difficile que d'investir en immobilier. Je sais pas si tu as cette impression. Alors, en tout cas, moi, par rapport à mes connaissances de départ, l'immobilier, ça reste pour moi un business assez simple où tu as un produit qui est ton appart et ton client, c'est la personne qui vient dedans. Et je trouve que ça reste pas trop compliqué. Alors qu'un business en ligne avec des réseaux sociaux, tu comprends pas trop à qui tu parles, c'est un peu nébuleux, tu as des gens qui te suivent, mais tu sais, c'est pas... Tu dois vendre et tu sais pas trop quoi est-ce que tu dois vendre. Enfin, je trouve ça beaucoup plus compliqué. Je sais pas ce que t'en penses. Intéressant. Mais en fait, ça, tu le sais parce que maintenant, tu t'y connais en business en ligne, mais tu as capté que, en fait, plus je sais, moins je sais. Je sais plus comment elle est, cette citation, c'est... La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien ou quelque chose comme ça. Donc voilà, en fait, c'est ça, c'est que on a ouvert le domaine. Peut-être que moi, je l'ai vu comme quelque chose de, je veux pas dire simple parce que c'est pas le cas, mais qui est faisable, on va dire.
Et en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. T'as raison. C'est pas évident. Je sais pas si c'est plus dur. Parce que pour moi, c'était très dur de rester dans mon CDI le plus longtemps possible pour emprunter le plus possible. Me dire, allez, j'en fais encore un. Faut aussi savoir se dire stop et vivre. Voilà. Donc moi, je sais que j'avais vraiment eu la souffrance. J'étais là, j'allais tous les matins. C'était lourd, c'était ennuyeux parfois. Après, j'ai changé de job, j'ai quitté le métier des clercs d'huissier. En fait, dites-vous que vous créez un profil pour la banque, pour vous sécuriser. Donc en fait, j'ai changé de job. J'ai quitté le milieu des huissiers pour un job qui me prenait moins d'énergie, moins de temps, où je gagnais moins, mais où j'ai pu emprunter plus. Attends, tu gagnais. Attends, là, j'ai bugué. Tu gagnais moins, mais tu pouvais emprunter plus. Et c'est quoi alors? Comment t'as fait ça? Eh ben, il faut trouver un métier où le banquier a confiance. Ok, un métier qui est plus sécurisant. Exactement. Et c'est marrant parce que salarié clerc d'huissier, C'est ça déjà que je très trouve. sécurisant. C'est vrai, mais c'est ça que je trouve très injuste, entre guillemets, dans les règles du jeu. Après, on joue avec les règles du jeu, c'est tout. C'est que je gagnais moins, j'avais une meilleure vie, même en plus, qui m'a permis de construire mes business en ligne à côté. Et j'ai pu emprunter plus que ce qu'on m'avait dit avec mon salaire dès 1900. Et tu peux pas le partager, ce métier? Non, parce que ça s'est très mal passé avec mon ancien employeur. Ok. J'ai fait tout ce qu'il faut dans les règles, mais voilà, lui, il a pas apprécié que je parte, etc. Alors que j'avais prévenu des mois avant, donc il m'a... Enfin, c'est parti en litige et tout. Voilà, et au final, j'ai gagné parce que j'ai fait les choses dans les règles. Je suis juriste et je fais tout dans les règles parce que je veux bien dormir la nuit, donc c'est bon. Mais ouais, non, donc je peux pas en dire plus, mais voilà, trouver un métier peut-être un peu sous vos capacités et qui sécurise la banque. Ok, intéressant. Intéressant. Tu vois, là, tu m'as fait faire une dissonance cognitive. Parce que je me suis dit, J'ai bugué aussi. Quand j'ai capté ça, c'est fou. Ok, très bien. Donc, du coup, tu as eu ton déclic, tu as compris que l'immobilier, c'était bien. Donc, en fait, suite à, on va dire, une analyse un peu macro de toutes les options qui s'offraient à toi, tu as réfléchi, ok, j'attaque quoi? Tu t'es dit, ok, d'abord l'IMO, ensuite le business en ligne. En fait, tu as structuré ton truc, quoi. Tu as structuré ton plan d'action, plan de sortie. C'est ça. En fait, comme je savais que mon rêve, c'était de travailler d'où j'ai envie. Moi, ça m'intéresse pas d'être entière en vacances, machin. J'aime faire plein de trucs, c'est comme toi, c'est comme Cyril. Donc, je voulais avoir le temps pour faire ce que j'ai envie de faire. Mais j'avais bien compris que, avant ça, c'est l'immobilier et c'est maintenant que ça se passe. Trop bien. Donc, tu te lances dans quoi? Parce que par rapport à ton père qui faisait probablement de la location nue Tout à fait. à Un peu de l'ancienne. meublé étudiant à Strasbourg aussi. Ok. Oui. Et du coup, tu t'es dit, comment je vais faire les choses différemment pour que ça rapporte de l'argent? Carrément. Alors, à ce moment-là, j'habitais en Franche-Comté et j'avais compris que la colocation pouvait être un bon mode d'exploitation parce que ça conjuguait le meublé, qui est encore pour l'instant en tout cas niche fiscale, et le fait d'avoir plusieurs loyers pour un même bien. Donc j'avais compris que ça pouvait être intéressant. Donc j'avais fait mon étude de marché, j'avais déjà visité pas mal dans la ville où j'habitais, je connaissais les agents immobiliers, et là, qu'est-ce qui se passe dans ma vie personnelle? Je me fais larguer, donc on se sépare avec mon ancien compagnon, et je lui en voulais presque plus du fait que je perds la connaissance du marché immobilier, puisque après je reviens en Alsace, bien sûr, que vraiment pour la rupture. Je n'en veux pas du tout pour la rupture, mais c'est vrai que j'avais un peu les nerfs parce que j'avais mes contacts agents immo, je connais les immeubles, il y a parfois je connaissais les adresses, donc je savais que fallait pas que j'y aille parce qu'il y avait des grosses charges de copro et tout. Donc voilà, donc du coup j'ai dû reprendre à zéro toute mon étude de marché immo. Mais c'est pas grave, on trouve des solutions. Et en réalité, tes compétences et les visites que tu as faites, Mais ça bien t'a sûr. aguerri et Évidemment. tu as été plus rapide et plus efficace. Exactement. C'est comme ça que je l'ai vu pour la suite. Donc, revenu en Alsace, je me rends compte que c'est pas tout à fait pareil. L'immobilier est quand même plus cher en Alsace, en tout cas dans le Bas-Rhin, que en Franche-Comté. Donc, je change de stratégie et je me dis peut-être que, en plus ayant un petit salaire, il faudrait que je passe sur un immeuble et que je fasse un one-shot parce que je suis pas sûre du tout qu'on me reprête après pour un deuxième ou un troisième, etc. Et on m'a quand même reprêté encore pour un deuxième projet. Donc, j'ai acheté un immeuble plus un autre appartement. Ok. Et donc, un petit immeuble, juste pour donner un ordre de grandeur aux gens, tu as pu acheter combien d'appart avec ton salaire Donc, à ce moment-là, je gagnais 1 599 € net sur ce dernier métier que j'ai fait. Et j'ai acheté un immeuble de 3 appartements. Trop bien, trop bien. Et donc, tu t'es dit, je fais quoi avec cet immeuble Je me suis dit, j'avais bien compris que si on peut avoir plusieurs loyers sur une même surface, entre guillemets, c'est cool. Donc moi, ce que j'ai fait pour booster la renta, c'est que j'ai fait une division officielle dans un des appartements. Il y a un des appartements qui en eu, et je sais pas pourquoi, mais il y avait déjà les portes. Il y avait déjà tout ce qu'il fallait, en fait, pour les évacuations, arrivées d'eau. C'était très facile à faire parce qu'il y avait dans les communs ce qu'il fallait aussi, très proche. Donc là, j'ai fait une division. Donc en fait, dans cet immeuble, maintenant, j'ai 4 lots. Trop bien. Comment t'es partie sur l'idée d'acheter un immeuble? Parce que ça vient pas à la tête de tout le monde, Non. ça. Tu vois, il y a plein de gens que j'ai, je sais, dans l'audience. Non, mais un immeuble, Dorine, tu te rends pas compte. En fait, c'est d'un constat un peu triste. C'est que je me dis, avec 1 599 € par mois, même si j'ai une situation sécuritaire, le banquier va pas me prêter pour 15 projets. Donc je me suis dit, je vais faire un one-shot, j'achète un truc, mais par contre, dedans, il y a plusieurs appartes. Donc c'était un peu du désespoir, finalement. Ouais.
mais aussi de l'efficacité. Ok, par souci d'efficacité. Ok. Et pour avoir un ordre de grandeur, il était à combien le prix de l'acquisition de cet immeuble? Oui, avec grand plaisir. Donc, en fait, moi, j'avais toujours en tête les prix de Strasbourg, puisque c'est là que je suis née et que j'habite. Donc, un studio à Strasbourg, c'est 100 000. Et là, je me suis éloignée, bien sûr, de Strasbourg. Je suis dans la campagne, mais toujours dans le même département. Et là, j'avais un immeuble pour 100 000 euros. Ah ouais, Donc, 3 lots, 100 000 euros. Voilà. trop bien. Après, bien sûr, il y avait des travaux à faire, la division, etc., etc. Mais j'étais contente. Et du coup, tu t'es mis en location courte durée tout de suite? Ou Alors, là, tu non. l'as mis en longue durée? Oui, alors j'ai acheté avec un locataire dedans, donc ça, ce qui est super parce que... Alors, super ou pas, mais en tout cas, pour moi, c'était bien parce que ça me permettait d'avoir un prix sous le marché. Quand on achète déjà loué, bah forcément, on est tenu par le bail. Je pense que vous le savez en tant qu'investisseur, chers auditeurs. Nous sommes tenus en tant qu'acheteurs de continuer le bail, en tout cas un certain nombre de mois. Et d'ailleurs, si vous voulez le détail, c'est l'article 15 de la loi du 6 juillet 89, si vous voulez aller regarder les cas d'acquisition d'un logement loué. Et donc, il y avait les 2 appartements d'au-dessus qui étaient vides, dont celui où j'ai fait la division. Donc j'aurais 3 appartements libres. Donc en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé la personne au rez-de-chaussée parce que déjà, je vois pas pourquoi une nana de 30 ans achète et le pauvre petit papy doit dégager. Enfin, voilà. Moi, j'aime l'argent pour la liberté qu'il apporte, mais j'aime aussi me regarder dans le miroir le soir et me dire que je suis une bonne personne, tu vois. Mais ça, tu vois, les investisseurs autour de moi, ils m'ont dit, mais t'es folle, tu le vires, tu fais du Airbnb. Mais non, en fait, je peux pas faire ça. J'ai pas envie, tu vois, c'est pas moi. Donc je l'ai gardé, il est toujours là aujourd'hui et gratitude parce que ça se passe bien, je touche du bois. Et pour le reste, je m'étais préparée à faire du meublé. J'étais pas sûre que la location courte durée fonctionne parce que c'est une petite ville, mais voilà, de toute façon j'allais faire du meublé, c'était sûr. J'avais la demande. Ok. Donc, tu mets en location, longue durée, et ensuite, tu fais quoi? Alors en fait, j'ai meublé les appartements, mais j'ai mis tout de suite sur Airbnb et tout ça. J'avais fait mes tests sur Le Bon Coin, j'avais posté des annonces pour voir s'il y avait de la demande pour du meublé, il y en avait, franchement, il y en avait plein. Mais pour la location courte durée, on peut pas faire de fausses annonces, que sinon derrière Airbnb nous suspend le compte et tout. Donc je me suis dit, bon, moi je suis en différé partiel de remboursement pendant 3 ans, donc au pire, si ça marche pas, c'est pas grave. Voilà. Et au moins, tu auras essayé. Et j'aurais essayé et c'est ok. Et en plus, je lance ça, tout le monde me regarde trop bizarrement parce que j'ai lancé tout ça en novembre 2020. Et en fait, j'ai acheté l'immeuble en 2019, le temps de faire les travaux, le temps des confinements. Mes entreprises ne voulaient pas venir sur le chantier à cause des risques. Et je leur en veux pas du tout parce que je comprends. On ne savait pas à l'époque si c'était si grave ou pas. Donc j'ai eu pas mal de retard et j'ai mis en exploitation fin 2020. Donc tout le monde m'a dit, mais t'es folle de faire du Airbnb. À cette époque-là, en plus après, il y avait plus les confinements. Enfin, s'il y en a eu, mais il y avait des couvre-feux et tout. Donc mes parents étaient extrêmement inquiets pour moi, mais ils savent que moi, c'est soit tu me soutiens et t'écoutes ce que je te dis, soit sinon, si t'es pas d'accord avec moi et que tu me le dis, en fait, je vais plus parler du projet. Donc ils seront encore plus inquiets. Bah ouais. Mais non, mais ça, c'est vrai, ça, comme attitude. Moi, je t'avoue que moi, ça me fatigue. Enfin, du coup, il y a des gens à qui t'as même plus envie de raconter des choses parce qu'en fait, tu te dis, de toute façon, ils vont de toute façon te décourager. Donc, sujet tabou. Je cherche à... Et puis voilà, quoi. C'est ça. On cherche à convaincre personne. Ouais. On fait notre truc, on veut juste la paix, la liberté et ciao. C'est ça. Non, ok. Donc, tu lances la location courte durée. Et c'était une ville qui n'était pas, a priori, touristique et forcément géniale. Et donc, c'est qui les gens qui vont alors dans ce genre de ville en touriste? Très bonne question. Alors, justement, le secret, c'est que j'ai conçu les appartements pour être loués à des professionnels ou à des touristes. Et au départ, c'est moi qui ai fait le ménage de mes 3 appartements en courte durée moi-même. Donc, sachant que j'habitais à plus que 30 minutes, donc c'était du boulot. Mais je voulais voir, en fait, justement, qui sont les gens qui viennent. Est-ce qu'ils salissent trop l'appartement ou est-ce que, justement, ça se passe bien? Combien de temps ça prend de faire un ménage, etc. Donc, j'ai vraiment tout fait moi-même au début. Et donc, les profils, pour t'expliquer comment je sais que les profils qui viennent, ce sont ces gens-là, j'ai des touristes et j'ai des professionnels qui viennent la semaine. Par exemple, ils m'ont dit « Ah, vous avez bien un fer à repasser dans l'appartement ?» Enfin, c'est du détail, mais pour eux, c'est vachement important. « Est-ce qu'il y a bien un bureau dans l'appartement ?» Ah oui, bien sûr, t'es là pour travailler, donc je comprends. Bah ouais. Voilà. Donc là, je sais qu'il y a des professionnels, même si c'est une petite ville. T'as toujours des commerciaux, qu'est-ce que je peux te dire? Il y a même des prestataires qui viennent travailler pour des entreprises locales et qui viennent de régions parisiennes. Bah voilà, ils ont une mission sur une semaine, donc ils me prennent pour une semaine. Il y a toujours du monde. Et après, au niveau des touristes, ça, je savais qu'il y aurait. Parce que, tu sais, en Alsace, c'est très touristique. Je pense que tu connais bien, c'est très joli. Il y a les montagnes, il y a les villes. Voilà, il y a l'histoire, c'est intéressant. Il y a l'Allemagne pas loin. La gastronomie. Et Europa Park. Ouais, et Europa Park. Voilà. Ok, donc en gros, il y a plein de choses. Donc en fait, tu savais que ça allait fonctionner aussi. Enfin, tu le savais pas en fait. T'as testé, tu t'es mis en mode. Il y en a pas mal dans notre club aussi à qui je dis, en fait, si tu lances en location longue durée et qu'un jour c'est plus simple de d'abord tester la location courte durée, tu vois, et au pire, tu repasses en longue durée, plutôt que de faire l'inverse et de regretter de ne pas l'avoir testé, quoi. Enfin, des fois, c'est bien de tester, quoi.
Moi, je marche beaucoup au test and learn parce que je suis une ancienne perfectionniste. Parfois, j'ai un peu des relents de perfectionnisme, mais je les rejette. Donc, je teste, j'apprends et soit je continue, soit je change la méthode, c'est pas grave. Enfin, j'ai plus du tout peur de l'échec. Et puis, c'est même pas un échec, en fait, c'est une leçon, tu vois. T'apprends, ok, bah la LCD, ça marche pas dans cette ville. La location courte durée, pardon, ne marche pas dans cette ville, je dis les vrais mots. Et bah, c'est pas grave, je passe en meublé à l'année, c'est rentable quand même. Bah ouais. Oh bah trop bien. Et donc, tu quittes ton travail tout de suite à ce moment-là ou tu refais un petit dernier invest avant de quitter? Alors, justement, je me dis, punaise, mais c'est trop bien, j'aimerais trop essayer encore d'avoir un financement parce que c'est magique, quoi. Enfin, en fait, quand tu gagnes 1 599 € par mois, tu peux pas mettre beaucoup de sous de côté, franchement. Donc, alors que là, avec mes invests qui se remboursent tout seuls, je me dis, j'ai pour 600 qui sont comme de l'épargne forcée parce que ça rembourse mon prêt ou 1000, tu vois. Et justement, avec le nouvel invest que j'ai pu faire, j'ai réussi à avoir un nouveau financement aussi. Donc, je me relance dans des visites après la mise en location de ce truc-là. Et je suis encore salariée. Trop bien. Et le cash flow, tu peux nous dire un petit peu le cash flow, par exemple, du premier immeuble en location courte durée, est-ce que tu arrives à Ouais, bien sûr. Donc, le temps du différé, j'avais plus de 1 000 € de cash flow par mois. Et sachant qu'il y a encore la location nue qui me rapporte aussi, alors qui est beaucoup plus imposée, bien sûr, par les impôts, puisque c'est votre tranche marginale d'imposition plus 17,2%. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est CSG RDS. Donc, c'est moins rentable, on va dire. Mais comme je gagnais peu, j'avais une tranche marginale d'imposition à 11%. Ouais. Donc, la location nue, pour moi, c'était pertinent. Et en plus, tu étais en microfoncier, j'imagine. Oui. Ok. Exactement. Donc ça, c'était pour le premier cash flow que j'avais. Parfois, j'avais beaucoup plus. En décembre, ça, c'est une moyenne vraiment sur Après, l'année. une fois que le différé est passé, tu sais à combien tu vas être de Ouais. cash flow? Bah là, aujourd'hui, parce que j'ai optimisé des choses, etc. Là, aujourd'hui, je suis à 700, un peu plus que 700 par mois. En remboursant ton En remboursant, voilà, parce que avec le temps, j'ai appris, j'ai monté les prix, j'ai fait du yield management, ce genre de choses. Ouais, etc. yield management, Ouais. faut que tu expliques à l'audience ce que ça veut Tout à dire, fait. je pense. Oui, exactement. En location courte durée, en fait, c'est le fait, comme le font les transports, la SNCF, les avions ou les hôtels, c'est le fait d'avoir des prix différents selon la période de l'année. Par exemple, en Alsace, la grande période phare, c'est le mois de décembre pour les marchés de Noël. Donc, mon prix à la nuit en décembre n'est pas du tout le même que mon prix à la nuit en janvier. Exactement. En gros, tu adaptes tes prix en fonction de la demande. Exactement. Voilà, c'est logique. Et par exemple, pendant les Jeux Olympiques, le yield management va faire que tout le monde va gonfler ses prix à Paris, quoi. Meilleur exemple. Voilà. Ok. C'est un truc qui m'intéresse parce que j'ai plusieurs personnes que j'interviewe qui font de la location courte durée. Et c'est un conseil que j'ai parce que moi, j'ai pas eu cette expérience en location courte durée. En fait, si par exemple, je sais que j'ai un appartement que j'achète 100 000 €, que je sais que je le loue en longue durée à 600 € par exemple, je te dis 6 chiffres bidons. À partir de combien de recettes tu considères que ça devient intéressant que le passer en location courte durée? Excellente question. Tu vois, est-ce que ce serait genre 1 000 €, ça vaut la peine? Ou est-ce qu'il faut faire le double? Ou est-ce qu'il faut faire le triple par rapport à ces 700 €? En fait, c'est le gros piège de la location courte durée, c'est que vous recevez beaucoup d'argent souvent, les virements Airbnb, Booking et tout, mais il y a beaucoup de charges. Donc, moi, j'irais en location courte durée si ça me rapporte, je dirais au moins 1000 sur un appartement, tu vois. Et encore. Mais après les charges, du coup. Ouais. Donc, ça serait avant les Donc, charges, ce serait 1400 Ouais, minimum. c'est ce que j'allais dire. Quasiment 3 fois les 600 €. Il faut que ça fasse au moins même 3 fois, donc le triple. À voir, ouais. Faut voir parce qu'il y a souvent des charges un petit peu cachées, tu vois. Là, le truc, c'est qu'en location courte durée, il faut bien que vous pensiez, l'électricité, c'est pour vous. Et y compris en hiver. Il faut bien penser que les ordures ménagères, c'est pour vous. Voilà. Aujourd'hui, maintenant, moi, je risque aussi d'avoir la taxe d'habitation sur la location courte durée. Parce que aujourd'hui, il y a une nouvelle politique au niveau de l'État qui taxe les locations courte durée. Parce que si vous ne pourrez pas que la gestion locative est confiée de façon exclusive à une conciergerie. Voilà, donc ça, c'est un coût qui se rajoute. Ça veut dire qu'ils ont un projet de loi que si tu ne l'as pas mis en conciergerie, tu auras une taxe et pas si tu l'as pas. On peut se arrêter une petite minute sur ça. Ok, d'accord. Ah, mais je suis pas au courant. Moi, D'accord. Est-ce que tu veux que j'explique Ah, bah, rapidement? carrément, Ok. carrément. Alors, en fait, c'est pas un projet de loi, c'est issu d'une décision du Conseil d'État. Je pourrais te l'envoyer après le podcast si tu souhaites pour que les auditeurs l'aient dans la description ou voilà, si tu veux. En fait, justement, c'était des loueurs qui ont contesté devoir payer la CFE d'une part et la taxe d'habitation d'autre part. Normalement, c'est l'un ou l'autre. Et le Conseil d'État a dit que les impôts, les services fiscaux avaient eu raison de demander les deux, donc la cotisation foncière des entreprises, ouais, ça, voilà, CFE et la taxe d'habitation, parce que la taxe d'habitation était due dans la mesure où les loueurs pouvaient se réserver le droit d'utiliser pour leur usage personnel leur deuxième ou troisième appartement. Là, c'est un appartement dans le sud-est de mémoire. Et que, sauf à justifier qu'ils mettent en agence ou en conciergerie de façon exclusive l'appartement, alors c'est considéré comme leur résidence secondaire. C'est une vision, l'État a besoin d'argent, ok, mais moi je comprends pas. Enfin, j'habite à un endroit, par exemple, moi dans mon immeuble j'ai 3 appartements en location courte durée, je peux pas habiter les 3 en même temps, tu vois. Alors dans ce cas, je veux bien payer une taxe d'habitation et encore, mais je peux en payer 3, tu vois.
Donc ça, c'est des choses à calculer, à prendre en compte dans le calcul. Et ça, c'est nouveau depuis quelques mois. Ok. Donc ça, c'est passé, entre guillemets. Enfin, Alors, c'est une jurisprudence. c'est une jurisprudence, exactement. Voilà. Tu as dit le bon terme. Moi, en fait, ça dépend des endroits. J'ai des investisseurs, comme je suis beaucoup en contact avec eux sur Instagram ou sur Facebook dans le groupe Bâtir son empire immobilier. Ils me disent, moi, j'ai fait la contestation, j'ai eu le dégrèvement. Et il y en a d'autres, dans d'autres endroits en France, ils m'ont dit, j'ai fait la contestation, le dégrèvement m'a été refusé et j'ai quand même dû payer cette taxe d'habitation. Donc j'ai l'impression que pour l'instant, dans les services fiscaux, ils sont pas forcément au courant partout, mais moi, là, je le provisionne. Je pense qu'on va me le demander pour la suite. Donc, il y a deux choses que tu as dit. Le dégrèvement, ça veut dire que tu demandes aux impôts d'être gentils avec toi et de ne pas de te faire une exception pour toi. C'est ça. Ou d'annuler parce que la loi Oui, c'est ça. fait que c'est illégal, que la taxe. Qu'ils se sont trompés, qu'il y a eu une erreur entre guillemets dans leur truc et que non, ils n'ont pas pris un truc en compte. Et le deuxième truc que tu as dit, tu as parlé de bâtir son empire immobilier, c'est ça? Ce serait peut-être juste bien que tu le dises. Qu'est-ce que c'est pour que les gens disent mais attends, t'as parlé d'un groupe Oui, avec grand plaisir. En fait, avec mon acolyte Aurélien, nous avons créé le groupe Facebook Bâtir son empire immobilier. À l'heure où je vous parle, on est plus de 14 000, donc ça nous surprend à nous-mêmes. En fait, on l'a fait pour partager nos aventures. Par exemple, j'ai expliqué en plusieurs épisodes comment j'ai acheté le premier immeuble. Si vous voulez tous les détails, c'est sur le groupe, c'est assez drôle, puisque c'est mon premier invest, donc avec toutes mes peurs, tout ce que j'ai surmonté, etc. Et les erreurs que j'ai faites. Donc on partage là-dessus, on répond aux posts des gens, on a créé une super communauté. En fait, on fait ça sous forme d'une association, c'est bénévole. On gagne pas d'argent avec ce truc-là, donc il n'y a pas des pubs, tous les posts sur Facebook, quoi, pas du tout. Et on s'amuse bien. On apprend quelque chose, on maintient la veille juridique, etc. Vous êtes les bienvenus, rejoignez-nous. Ouais. Que soit vous êtes un investisseur déjà ou un futur investisseur ambitieux, vous êtes les bienvenus. Trop bien. Moi, je t'avoue que Facebook, c'est, je sais pas, j'y vais plus, mais... C'est peut-être pas plus mal, hein. On se focus sur ce qui nous remplit. Ouais. Ok, donc... On en était à t'as lancé ta location courte durée. Ensuite, t'as réussi à encore faire un invest. Finalement, t'as acheté un appart, c'est ça? T'as pas acheté un immeuble? C'est ça. En fait, je m'étais dit que pour me sécuriser, parce que voilà, dans ma liberté, j'ai quand même besoin de sécurité, j'aimerais avoir au moins un appartement à Strasbourg. Si un jour, il se passe quelque chose, je dois revenir, Je voudrais avoir un appartement à mon nom à Strasbourg. Donc, j'ai pu acheter un appartement à Strasbourg, donc en plus patrimonial, que je rembourse tous les mois et je suis trop contente. Alors, il est par contre celui-là en cash squeeze. Donc je recommanderais pas forcément aux gens de le faire. Mais en fait, comme moi, dans ma vision, c'est j'ai le cash flow de mon premier investissement. L'objectif, c'est que je vive dans un second temps de mes business en ligne. C'est pas grave si j'ai un appartement à Strasbourg qui me coûte un petit peu de cash squeeze. En fait, c'est les impôts. C'est comme c'est un appartement que j'ai acheté sous le prix du marché parce qu'il était loué. Enfin, il est toujours loué d'ailleurs en location nue. Du coup, il me coûte un peu des sous. Il me coûte 190 € par mois de cash squeeze. Mais c'est pas grave, je me dis pour moins de 200 € par mois, j'ai un appart à Strasbourg. Et ça, c'est cool. Donc, c'est une dépense que je suis OK de faire. Mais parce que en amont, j'ai mis en place du cash flow et des business en ligne. Ok, donc en gros, le cash... parce que moi, le cash squeeze, moi, j'utilise ce terme plus pour... c'est l'effet où quand à un moment donné, tu as utilisé toutes tes amortissements ou tes... Ah oui, aussi. Et le cash squeeze, pour moi, c'est le fameux moment où ton cash flow, tu avais l'impression qu'il était positif et d'un seul coup, il chute et il devient négatif. Et moi, j'avais ça, pour moi, c'est le cash squeeze. Ouais. Oui. Mais c'est marrant, on n'utilise pas forcément les mêmes... Carrément, ouais. En fait, moi, c'est que c'est déficitaire dès le début, moi. Mais en fait, souvent dans les investissements comme ceux-là, c'est qu'on a une plus-value latente. Et moi, j'ai une plus-value latente à minimum 5 chiffres sur cet appartement. Ouais. Donc je sais aussi que si demain je dois le revendre, je voudrais pas, mais si jamais je le revends, je sais que j'ai 5 chiffres. Et en plus, le jour où ton locataire existant s'en va, en fait, tu remplaces et tu repasses à cash flow positif, j'imagine. Je repasse à cash flow positif et j'augmente encore la plus-value. Donc pour moi, c'est quelque chose qui me sécurise. Ok, très bien. Et en fait, c'est intéressant parce que, du coup, toi, tu es un modèle, moi j'appelle ça la liberté financière hybride. C'est-à-dire qui est basé à la fois sur l'immobilier et en complément l'entrepreneuriat qui fait... Et en fait, je trouve ça génial parce qu'en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait non plus des milliers des cents d'immobilier pour être libre 100% et remplacer complètement ses revenus avec l'immo. On peut se dire, voilà, j'ai fait une première partie. Et d'ailleurs, c'est une bonne question que j'ai là. C'est est-ce que le fait d'avoir fait ça t'a libéré d'un point de vue entrepreneurial en te disant, en fait, je suis capable. Bien sûr. Et ça, c'est intéressant pour les auditeurs. Ouais, tout à fait, excellente question. En fait, acheter son bien immobilier, c'est comme gérer une entreprise, c'est comme gérer, comme tu le disais hors micro, mais c'est comme un produit. Je suis assez d'accord avec ça, je l'avais jamais vu comme ça, mais je suis vraiment d'accord. Un produit, c'est trouver le client idéal, avec qui ça match, avec qui les revenus matchent aussi, bien sûr. Voilà, c'est pas du bénévolat, c'est financier ce qu'on fait. Donc ouais, carrément, c'est un très bon parallèle. Et je dirais même c'est encore plus amplifié avec la location courte durée parce que tu dois marketer ton annonce, tu dois te distinguer des autres, tu as un certain SAV, tu as plus de marge aussi. Enfin voilà, tu peux voir comment marger sur des fournitures, comment tu t'exploites avec le personnel, etc. Personnel de ménage et tout. Et donc, alors trop bien, donc on a vu ton parcours. Maintenant, ce que j'aimerais bien creuser, c'est que
En réalité, maintenant, toi, tu te qualifies de digital nomade. Donc, tu n'habites plus à côté de ces logements. Donc, tu as quand même 3 appartements en location courte durée. Comment est-ce que tu fais pour les gérer à distance? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Comment toi, tu vois les choses? Oui, alors, donc je disais que moi, j'ai l'objectif, et qui est réalisé, hein, de voyager minimum 3 mois par an. Même c'est un peu plus en réalité. Je pars pas 3 mois au bout du monde et je reviens pas. Parce que moi, j'aime ma famille, j'aime l'Alsace, voilà, bref. Donc je reviens de temps en temps. Mais je gère, enfin, je vais au bout du monde, quoi. Je veux dire, là, j'étais au Brésil, par exemple, j'étais aux États-Unis, etc. Et j'ai quand même géré avec ce truc-là. Plusieurs semaines, hein. Donc, moi, j'ai mis en place un channel manager, donc c'est-à-dire un site, enfin, comment dire ça? En fait, c'est comme un site internet, mais qu'il n'y a que toi qui vois. Les voyageurs, ils ne le voient pas. Donc moi, en fait, je vois directement quand il y a une réservation qui s'enregistre, que ce soit par Airbnb, par Booking ou par mes réservations en direct. Et donc, il y a un message qui s'envoie automatiquement aux voyageurs. Et il y a des paramétrages à faire. Par exemple, moi, je demande une empreinte bancaire pour le dépôt de garantie, un peu comme quand tu loues une voiture. Donc, j'ai paramétré que quand l'empreinte est enregistrée, alors le guide d'arrivée peut s'envoyer, le guide d'accès avec les codes et tout ça. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent être automatisées, même en location courte durée. Pas tout. Moi, je n'y crois pas du tout à la location courte durée complètement automatisée, mais énormément de choses peuvent être automatisées. Donc je dirais que je passe sur place tous les peut-être 6-8 semaines, et encore parfois c'est plus. Voilà. Et qu'est-ce que tu... Alors, hyper intéressant. Moi, je Oui. réexpliquerai avec Bien d'autres sûr. mots pour le channel manager. En Bien gros, c'est un site internet qui va être relié à tous tes sites de réservation. Et en fait, c'est une sorte de centralisateur. Exactement. Et toi, ce que tu expliques, c'est que en fait, pour que les gens y comprennent, tu t'occupes pas d'envoyer des emails dès que tu as une réservation, etc. En fait, tu as réussi à mettre en place des systèmes pour, bam, le mail, il s'en va. Et j'imagine le channel manager, justement, permet ce genre de fonctionnalité. Et aussi, il synchronise les calendriers, parce que c'est toujours le problème, la contrepartie d'être sur plusieurs plateformes, c'est qu'attention, il ne faut pas louer la même nuit du même appartement, sinon on va avoir un problème. Donc il ferme les nuits sur les plateformes automatiquement quand il y a une réservation qui rentre. Et ça ne te dérange pas de nous partager quel channel manager Ah oui, tu bien utilises? sûr, bien sûr, avec plaisir. Donc moi j'utilise Beds24. C'est pas forcément celui que je recommande, mais je sais pas s'il y en a un qui soit vraiment bien. Enfin, j'en parle beaucoup avec les investisseurs et voilà. Moi en tout cas celui que j'utilise, je me suis formée pour ça. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous recommanderai les formations qu'il faut, voilà. Mais je trouve que c'est un peu une usine à gaz qui rend vraiment service, parce que voilà, sans ça, je pourrais pas voyager non plus, donc je crache pas dans la soupe. Mais je trouve que c'est compliqué à prendre en main. Ça s'appelle un OTA dans l'hôtellerie. C'est quelque chose qui peut être utilisé par les hôtels. Enfin, pour te dire que c'est vraiment très puissant. Ok. En gros, tu veux dire que Beds24, c'est assez complexe. Bon, mais ça fait le job, en l'occurrence, vu que ça fait un job, mais c'est pas évident à prendre en main. Mais je trouve que c'est très compliqué à prendre en main. Bah là, pour te dire, il y a une personne qui m'a demandé de l'accompagner sur lancer son business en ligne. Et on a décidé qu'en fait, faut pas qu'elle prenne mon accompagnement sur ça, parce qu'elle veut automatiser ses 2 appartements location courte durée avec Beds24. Je dis, ok, franchement, prends 2 mois pour le faire, parce qu'elle est en plus salariée à temps plein et tout. Ouais. Voilà, faut consacrer du temps quand même. Ouais, pour vraiment prendre les choses en main et maîtriser Beds24. Ok. Mais qui fait bien son boulot. Ok. Il faudra que je pense maintenant, à chaque fois que j'interviewe quelqu'un en location courte durée, lui poser la question de son channel manager. Ok. Et donc, le truc, tu as dit une phrase. Je pense qu'en location courte durée, il y a beaucoup de choses qui peuvent être automatisées, mais pas tout. La question, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui, selon toi, peut être automatisé et qu'est-ce qui ne peut pas l'être? Excellent. Je précise qu'il n'y a pas forcément besoin d'un channel manager pour faire ce qu'on fait. Sur Airbnb, par exemple, tu peux paramétrer aussi des messages automatiques, etc. Enfin voilà, tu peux t'en passer, mais moi je trouve que c'est plus simple avec un channel. Ouais, mais de se restreindre que à Airbnb, du coup, tu as quand même moins de trafic. Oui, alors ça c'est vrai, il faut aller sur Booking absolument. S'il y a un truc à retenir, c'est ça, allez sur Booking si vous faites de la location courte durée. En fait, tu peux synchroniser les calendriers entre eux, mais c'est franchement, pour l'instant, en tout cas comme c'est fait, j'ai des investisseurs qui le font, ils ont parfois des doubles résas, donc c'est pas si bien. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut automatiser? On peut automatiser le ménage, par exemple. Donc moi, j'ai une équipe de plusieurs personnes qui s'occupent de faire les préparations, les ménages, après les départs des voyageurs. Également, je fonctionne avec Digicode et boîte à clés. L'avantage quand on a un immeuble, c'est que nous n'avons pas tous les problèmes de copropriété, les autorisations nécessaires, les voisins qui râlent et tout. Donc voilà, moi j'ai mis un digicode à l'entrée de l'immeuble et des boîtes à clés sur les portes. Je réfléchis à passer peut-être en serrure connectée, mais pour l'instant, j'ai pas encore sauté le pas. Je préfère attendre de voir que les autres essuient les plâtres sur les serrures connectées, parce que voilà, j'aurais trop peur que ça bloque et tout. Donc je préfère rester un peu à l'ancienne sur ça, mais je sais si que ça marche voilà. comme c'est aujourd'hui, moi je suis toujours en mode si ça marche quoi. Exactement. Ok, donc ça, tu as réussi à automatiser. Donc en fait, tu as fait le choix d'avoir plusieurs prestataires de ménage pour pas être dépendant que d'une seule personne. Ça, c'est pareil, c'est suite à une erreur.
J'avais tout confié à une seule personne par simplicité. Et puis en fait, je me suis fait planter en plein marché de Noël. C'était il y a plusieurs années. Et donc j'ai dû refaire moi-même les ménages, plus la route. Et sachant que je gérais mes tunnels de vente le soir, business en ligne et tout. Donc si tu veux, je me suis dit, tu sais, j'étendais le linge chez moi. J'habite un appart de 35 mètres carrés. J'avais le linge partout et je regarde mon appart. Je me suis dit, mais j'ai vraiment quitté le droit pour faire ça. Enfin, c'est n'importe quoi, tu vois. C'est les erreurs du parcours, mais c'est pas grave. Du coup, je me suis formée à gérer des gens, manager, bien recruter. Et pour te dire, j'ai aussi transformé cette épreuve en or, entre guillemets, parce que j'ai sorti une formation sur le personnel de ménage. Comment on peut le gérer, le former et tout ça quand on est à distance. Et donc là, maintenant, pour 3 appartes, toi, tu recommandes combien de personnels de ménage différents pour vraiment dormir sur ses 2 oreilles? Au moins 2, ça c'est sûr, voire même 3. Pour vraiment être serein en se disant, il y en a un qui est malade, l'autre qui est parti en vacances, t'en as encore un Exactement. troisième, quoi. Moi, c'est comme toi, en fait, tu vois, le serein, la sérénité, comme le nom de votre podcast, ça m'inspire. J'adore les sous, encore une fois, pour ce que ça permet, mais la sérénité, c'est encore au-dessus. Ma valeur numéro 1, c'est tranquillité, sérénité, et ensuite, c'est l'argent. Ok, donc tu as mis ça en place et eux reçoivent automatiquement les messages ou les mails quand quelqu'un part, etc. Donc tout ça, en fait, t'as pas à gérer. Donc qu'est-ce qui te reste, toi, à gérer? Alors, c'est un peu ce que faisait mon père pour les propriétaires, c'est-à-dire j'aime bien aller voir sur place un immeuble. C'est quand même aussi une concentration des risques. S'il y a une toiture à refaire, une gouttière, je sais pas trop quoi, voilà, c'est tout pour moi. Donc j'aime bien aller voir, surveiller, est-ce que tout est OK? Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que la porte fonctionne bien? Enfin, voilà, je le saurai direct si ça fonctionne pas, mais j'ai envie de voir aussi s'il y a quelque chose qui s'est peut-être abîmé. C'est moi qui ai rénové en partie mes appartements avec mon père, mais appris tous les travaux parce que je tenais à être très autonome. Voilà, dans le futur, comme je suis toute seule à la tête de mon patrimoine, savoir parler aux artisans. Et eux, les artisans font une partie aussi, bien sûr. Mais voilà, je sais où sont les points faibles de mes appartements. Aussi, du bon management, c'est de contrôler parfois le travail fait. Donc, Trop bien ça, ouais, de faire parce que, en fait, normalement, en théorie, tu pourrais avoir tous ces retours-là d'une porte qui marche plus très bien. Tu pourrais l'avoir via les clients qui te diraient. Mais le problème, c'est que j'imagine, tu me dis si tu me Vas-y, trompe, parce que vas-y, j'ai pas vas-y. l'expérience, donc c'est vraiment dans mon imagination. Mais un client ne dit pas forcément quand il y a quelque chose qui va pas. Oui. Donc en fait, il faut quand même aller vérifier. Non, c'est ça ton idée? C'est ça. Après, peut-être que je suis un peu perfectionniste aussi, mais moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et je suis super haute Airbnb et sur Booking, ça se passe très bien aussi. Donc, c'est ma vision. Par exemple, là, juste avant le podcast, j'ai eu un appel. J'ai un volet qui menace de se décrocher. Donc, oui, je pourrais envoyer quelqu'un pour faire le devis, mais je préfère être là, moi, en personne, pour voir comment on peut réparer le truc. Mais je pourrais tout à fait le déléguer. Après, c'est plutôt moi, ça me tient à cœur. C'est quand même beaucoup d'argent immobilier. J'ai envie d'être là et de faire ce qu'il faut. Ok. Alors, j'ai encore quelques questions qui viennent. Déjà, ce qui m'intéresse, c'est ton avis par rapport aux conciergeries, parce que le titre de l'épisode, Je dois dire vraiment ce que je pense. Je pense, ouais, Ok. ce serait bien. Parce qu'en fait, je sais que les novices, quand ils cherchent une location courte durée éloignée, je filerai ça à une conciergerie, ou ah non, il n'y a pas de conciergerie dans la ville, du coup, machin. En fait, qu'est-ce que toi, tu penses des conciergeries? Je sais pas exactement combien de pourcents ils prennent, non? 20 ou 30? Ouais, ça dépend, ça va entre les deux. 20 et 30? Vas-y, dis-moi ce que t'en penses. En fait, ouais, bien sûr, avec grand plaisir. Alors, je précise que j'ai commencé, moi, avec une conciergerie, pareil, pensant que c'était vraiment utile, parce que comme j'ai une autre activité à côté, je me voyais pas répondre aux voyageurs, « madame, comment on rentre ?» alors que j'ai des coachés. Voilà, donc j'avais peur d'être interrompue. Et la conciergerie a extrêmement bien fait son travail, mais je trouvais que c'était vraiment cher payé pour le boulot. Donc, je vais vous donner un exemple. En fait, je vais pas répondre moi à la question, je vais laisser tes auditeurs répondre même à la question, je trouve ça encore mieux. Par exemple, tu vends une nuit sur Airbnb à 100 €. Donc, le voyageur, il paye 100 €. Déjà, t'as, 15 à 18% qui partent pour Airbnb. Voilà. Après, ça dépend. Si t'es un particulier et que t'as pas de channel manager, c'est un peu moins. Mais bon, ils ont aussi fait un mail comme quoi ils augmentent leur commission. Donc, on va dire, moi, je paye 15 à 18% pour Airbnb. Ok. Donc là, il me reste plus que 82. Ok. Enfin, oui, il vous reste plus que 82. Là-dessus, il y a du ménage. Donc, il faut compter entre 15 à 30 €. Donc, du coup, là, on en est à combien? On en est à un peu plus que 50. Et les conciergeries, il faut voir, quand vous signez avec elles, qu'est-ce qu'elles vous prennent. Est-ce que c'est 20% sur le brut? Donc, c'est-à-dire 20 € là, dans notre exemple. Ou est-ce que c'est 20% sur ce qui nous reste avant ou après le ménage? Donc, admettons, là, elle prend 20% sur le brut, ce qui n'est pas beaucoup, 20%. Hein. J'en connais qui facturent beaucoup plus. Donc, tu enlèves encore 20 €. Donc là, il te reste combien? Dans les 30 ou 40? Donc, et t'as pas encore payé ton crédit, ton élec, machin. Donc, pour moi, une conciergerie, c'est un peu comme ton associé, tu vois, parce qu'elle prend un pourcentage. Mais n'empêche que c'est toi tout seul qui supporte les risques. Donc, après, si ça vous va avec une conciergerie, pourquoi pas? Mais moi, je trouve que c'est pas rentable, en fait. C'est comme un associé qui prend les gains sans assurer les risques. Parce qu'en plus, j'imagine, c'est comme dans tout, mais il y a des bons et des moins bons. Et du coup, tu peux tomber sur une très bonne conciergerie, peut-être extraordinaire, parce que la personne, elle est à fond, elle fait ça bien. Et au final, tu as vraiment le gain de rien entendre, de jamais entendre parler et que ça tourne et que c'est pas si mal que ça. Et j'imagine, et en général, il y a moins de bons que de moins bons.
Je comprends. statistiquement dans la vie. Et donc, du coup, tu te retrouves avec, des fois, peut-être, j'imagine, pareil, c'est dans mon imagination, des problèmes à gérer parce que la conciergerie t'appelle en disant: «Ah bah, du coup, il y a ça, qu'est-ce que je fais? Nanana» et du coup, en fait, bah, le gain, C'est ça. Pour moi, un bon invest, c'est un invest dont tu n'entends pas parler. Donc, si vous trouvez une conciergerie, et je vous le souhaite, hein, moi, je n'ai pas dû trouver ce qu'il faut, mais qui vous prend un tarif correct, qui vous fait vraiment le boulot, vous entendez quasiment pas parler d'eux, à part quand il y a la facture mensuelle, alors pourquoi pas, si vraiment vous n'avez pas du tout le temps. Après, franchement, pour le peu d'heures que ça prend de gérer des locations courte durée, je comprends pas l'intérêt d'une conciergerie. Parce que toi, concrètement, par exemple, par mois, donc tu as 3 locations, j'imagine, qui tournent quand même bien. Ça te prend combien d'heures par mois de gérer cette location? Alors moi, je dirais, faut que je réfléchisse plutôt en semaine. Je dirais, si ça me prend 2 heures ou 3 heures par semaine, c'est le bout du monde. Après, donc c'est-à-dire que c'est le max, quoi. 3 heures C'est par genre une semaine. mauvaise semaine, quoi. Genre, il y a eu trois problèmes à gérer. Oui, voilà, exactement. Et tu arrives à tout gérer par téléphone en général? Ouais. Oui, bien sûr. Je gère tout par téléphone. Si jamais j'ai mon personnel de ménage qui accepte de se déplacer, je le rémunère, hein, bien sûr. Mais bon, c'est quoi? C'est des 10-15 euros. Enfin, c'est pas non plus... Ils habitent sur place et ils sont très heureux de gagner des sous. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est que j'ai réussi à faire en sorte qu'ils adorent travailler avec moi. Ils me demandent même encore plus de boulot. Donc, pour te dire, notre relation très bonne que nous avons. J'ai une personne aussi que j'ai identifiée sur place qui s'occupe aussi de tout ce qui est un peu connecté, informatique et tout. Parce que je sais pas pourquoi, mais mes apparts, ils plaisent bien aux boomers, aux retraités et tout. Donc parfois j'ai des questions, oui madame, pour la télécommande, machin. Donc normalement je peux leur expliquer par distance. Mais là par exemple j'avais eu un cas où, je sais pas, ils comprenaient rien. Je sais pas s'ils étaient bourrés, ils étaient plusieurs, enfin bon bref. Donc j'ai envoyé la personne que je connais. Et en fait bon, il y avait plus de pile dans la télécommande. C'est vrai que ça je pouvais pas le savoir et eux non plus. Donc il a réglé le truc, mais tout de suite, tu vois. Donc si t'as des personnes comme ça de confiance sur place, tu leur donnes une somme vraiment symbolique. Et en plus ils sont contents de gagner ça, ben go, hein. Trop bien. Bon, bah, ça me paraît hyper clair et hyper inspirant. Merci beaucoup. Et c'est toujours moins cher qu'une conciergerie, hein, d'avoir des petites personnes comme ça qui sont d'accord de Bah travailler avec ouais, toi. bah ouais. Et puis en plus, c'est plus humain, je trouve. Enfin, je sais pas, il y a un côté où tu mets en place une relation avec des personnes. Enfin, Bah carrément, et puis ils sont super heureux. Enfin, vous les payez tout de suite. Dès que vous avez un prestataire, payez-le tout de suite. Faites la différence. Faites que les gens ils ont vraiment envie de travailler avec vous. C'est ça le secret aussi. ok. Bah, je pense qu'on a fait un beau tour. Moi, ce qui m'intéresse quand même pour terminer, c'est ta vision un peu long terme par rapport à tes investissements immobiliers. Est-ce que toi, dans ta tête, tu les garderas toujours? Ou est-ce que le jour où tu auras suffisamment de revenus, je sais pas, avec tes business en ligne à côté, tu te diras, bah non, je passerai tout en location longue durée parce que j'aurais plus envie d'avoir cette charge? Ou est-ce que, ou est-ce que tu voudrais revendre peut-être à terme plus vite que ce que Excellente tu question. penses? Enfin, comment tu vois les choses? Alors, donc moi je suis une juriste, donc je vois le mal partout, donc j'anticipe toujours le pire, ce qui est problématique d'ailleurs parce que j'avais pas anticipé ma réussite, donc du coup je suis passée à l'MP avec tous les trucs, enfin donc voilà, donc c'est très marrant, mais à chaque étape vous aurez des problèmes, mais c'est des bons problèmes, ok? Alors, ma vision, c'est de garder le plus longtemps, bien sûr, mes invests. Après, le système fiscal est fait de telle sorte que, au bout de 6-7 ans, vous commencez à payer des impôts sur des invests, donc pourquoi pas réarbitrer. Après, ça dépendra des taux d'intérêt, ça dépendra de mon énergie aussi. Moi, aujourd'hui, parler de la location courte durée, ça m'anime beaucoup, parce que c'est grâce à ça que j'ai ma liberté. Donc, j'ai beaucoup de reconnaissance à l'immobilier pour ça. J'ai pu créer mes autres activités à côté. Peut-être qu'un jour, j'en aurai marre et que je repasserai en longue durée. Mais en fait, c'est ça qui est cool avec l'immobilier, c'est qu'il y a toujours une solution. Même si un jour, il y a un truc qui se passe mal, on revend. On a mis des sous de côté grâce au remboursement du prêt, donc c'est magnifique. Pour des gens qui viennent de zéro comme moi, c'est propre. Donc je dirais les garder le plus longtemps possible, bien sûr, parce que j'aime bien mettre les efforts au début et encaisser après des mois, des années, entre guillemets, sans rien faire. Il y a toujours un petit peu à faire, mais franchement, les locations nues, il n'y a pas grand-chose à faire par rapport à la courte durée. Mais je m'interdis pas de, peut-être, quand je serai peut-être ennuyée par ça, je pense pas que ça arrive demain, mais si je suis ennuyée par ça, peut-être tout passer sur peut-être de la bourse, par exemple. Ça a l'air intéressant, je m'y connais pas trop, mais ça peut être intéressant. Ok, bah c'est très clair. Franchement, merci beaucoup Claire pour avec ton partage. Alors les personnes qui t'ont apprécié, comment est-ce qu'elles peuvent te suivre sur les réseaux sociaux? Voilà, expliquer un petit peu ce que tu fais et comment elles peuvent te suivre. Oui, Voilà. avec grand Plaisir, en tout cas, merci encore pour ton invitation et votre invitation avec Cyril. Alors moi, mon blaze, mon pseudo sur Instagram, c'est Claire, mon prénom c'est L-A-I-R-E D'Huissier, D-H-U-I-2-S-I-E-R, donc Claire D'Huissier. Avec plaisir pour échanger sur Instagram. J'ai également le groupe Facebook, comme je te disais, Bâtir son empire immobilier, où en fait on est toute une équipe, donc on répond aux posts avec plaisir, on partage un peu nos invests, nos erreurs, des voyages qu'on peut faire, on organise une immersion pour parler d'indépendance financière, c'est à petit prix, pour te dire, j'ai mes confrères et mes consoeurs qui me grondent à chaque fois, mais c'est pas assez cher pour la valeur que tu délivres et tout, donc voilà, mais bon, nous on le fait de façon bénévole, même si c'est dur à croire dans ce milieu. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai un blog, si vous voulez aller regarder, c'est par rapport vraiment à tout l'aspect juridique.
qui s'appelle recouvrement-facile.com. Donc je répète recouvrement-facile.com où je partage de la veille juridique, comment on s'en sort quand on a un impayé de loyer, ce genre de choses. Je sais que tu as fait un podcast sur ça avec un de mes anciens confrères, avec Guillaume, et ce genre de choses. Donc avec grand plaisir pour échanger en tout cas. Trop bien. Est-ce que tu fais des consultations, par exemple, quand on a une problématique juridique J'ai pas le droit. En fait, je n'ai le droit que de former des personnes, donc je peux les coacher à monter en compétences sur un domaine. Mais j'ai pas le droit de dire ah bah toi dans ton cas tu fais ci, tu fais ça. Et je respecte la loi, hein, bien sûr, comme je l'ai dit plusieurs fois, mais je le redis. Donc j'ai pas le droit de dire tu dois faire telle procédure. Voilà, ça c'est vraiment que quand on a une étude. Et même si je suis diplômée et que je pense que je me forme beaucoup plus que certains juristes, voilà, qui ont leur étude, mais ça c'est encore autre chose. J'ai pas le droit et donc je le fais pas. Ok, très bien. Non mais c'était pour savoir. Tout à fait. Histoire que t'aies pas des demandes de tu peux me conseiller sur machin, comme ça au moins Bien sûr, ça se filtre. Si c'est sur du juridique, je peux pas. Après, si c'est sur parler d'invest, dans le sens, est-ce que tu peux donner ton avis sur mon annonce Airbnb, bien sûr, ça c'est avec grand plaisir. Ok, bah, très très bien. Bah, merci beaucoup Claire. Merci Dorine. Et puis bah à une prochaine. Avec plaisir. Salut. Bons invests à tous.